Le titre de la séance, Nanette vient de vous le dire, mais je vais vous le présenter. Les questions que je vais aborder, il y en a beaucoup en fait, mais vous êtes déjà au courant de la problématique d'ensemble, de la vue d'ensemble. C'est sous forme d'hypothèse. C'est ce que j'appelle l'hypothèse mésologique quant au rapport entre histoire, évolution et trajection. Évolution, c'est ce qu'on peut appeler histoire naturelle, en changeant un petit peu le sens ordinaire de histoire naturelle. Vous avez l'histoire naturelle, qui est en somme l'histoire des espèces vivantes, c'est-à-dire l'évolution, et puis l'histoire humaine, qui est une sous-partie de l'évolution, bien sûr. Sous-partie, mais à la fois, en même temps, émergence de quelque chose de neuf. Et l'hypothèse mésologique, c'est que les deux se situent dans un cadre plus vaste que je tente de saisir par le concept de trajection, dont je vous ai parlé quasiment à chaque séance depuis le début. Et l'idée de départ, ce sera en empruntant le titre d'un livre célèbre de François Jacob, le grand biologiste François Jacob, La logique du vivant, qui est paru en 1970. Je parlerai de lémique du vivant. Alors lémique, c'est un terme que je vous ai déjà présenté. La lémique, c'est une logique, mais logique entre guillemets, parce que ça n'est justement pas une logique du logos, c'est quelque chose de plus englobant, et qui comprend donc la logique au sens de logique du logos, plus englobant et qui comprend, ce qui prend avec, qui prend ensemble ce que la logique au sens de logique du logos, dérivée du logos, au contraire, ne prend pas ensemble. À savoir la raison d'une part, le sentiment d'autre part. C'est ce que la logique exclut. La logique est à partir de là aussi, la logique au sens de logique du logos, à partir de là aussi la science moderne, et plus particulièrement le dualisme cartésien, qui va exclure cela sous le terme de subjectivité. Et pour être sérieux, pour être scientifique, on s'occupe d'objets, pour être objectif. La visée de la lémique, c'est de prendre les deux, le subjectif et l'objectif, dans un cadre plus vaste. Et c'est ce que, comme vous le savez, entre subjectif et objectif s'intercalent, qui sont deux pôles théoriques. Ce que prétend la mésologie, c'est que c'est théorique cela, que dans la réalité concrète, il s'agit de trajection et de trajectivité. C'est ça qui est concret et qui va ensemble. Alors, s'agissant de la vie, s'agissant du vivant, la vie, justement, prend ensemble, concrètement, fait croître ensemble, c'est ce que j'appelle concrescence. Je n'ai pas inventé ce terme, mais je l'utilise dans un sens un peu particulier. C'est la concrescence du vivant, et qui est une condition nécessaire pour tout organisme vivant, c'est-à-dire de intégrer, c'est-à-dire faire aller ensemble unitairement divers aspects, divers intrants ou divers éléments qui, dès qu'il n'y a plus cette force intégratrice qu'est la vie, se décomposent. Quand vous mourrez, vous vous décomposez, parce que justement la vie n'intègre plus. Et tous vos éléments s'en vont dans l'environnement. Et le problème de base, c'est justement comment, avec la vie, y a-t-il monde ? Et non pas simplement, comment y a-t-il monde ? Comment y a-t-il milieu ? Et non pas seulement environnement.
Alors je vous rappelle très schématiquement la problématique avec les... Vous aviez milieu, donc on va utiliser le deuxième étage de la fusée, milieu, environnement. Qu'un milieu est la réalité concrète qui émerge à partir de la mise en relation d'un sujet au sens logique, c'est-à-dire ce dont il s'agit. Et ce dont il s'agit pour les sciences, c'est d'objets. Donc S, ça va être c'est sujet logique, mais c'est aussi l'objet du physicien. C'est l'objet dont s'occupe le scientifique. Et le prédicat, c'est la manière dont on saisit cet objet, y compris avec les protocoles de la science. Mais bien plus généralement, comment on le saisit comme ce qui existe pour nous, c'est-à-dire par les sens, par la pensée, par les mots et par l'action. Alors, la pensée et les mots, c'est quelque chose qui est très développé dans le cas de l'humain, qu'il est beaucoup moins dans le cas du vivant en général, voire pas du tout pour ce qui est de la parole, puisque l'humain est le seul à posséder la parole. Je ne dis pas le langage, mais la parole. Le langage en général, il va avec la vie. C'est-à-dire que la vie, comme le montre la biosémiotique, part avec les moyens des sciences de la nature. La biosémiotique nous a montré que la transmission de sens est coextensive à la vie. Dès qu'il y a vie, il y a transmission de sens par toutes sortes de vecteurs. Le propre de la transmission de sens par le langage, c'est justement de se libérer, de s'affranchir de vecteurs physiques. Quand tel mot a tel sens, qu'en parlant ici, maintenant, je peux parler de New York ou je peux parler du Permien. Tout à l'heure, on parlait du Permien. Ça n'est pas ici, ça n'est pas maintenant, mais nous en parlons. Et ça fait sens. Et ça, c'est grâce au langage. Et ça n'est possible, langage verbal. Ça n'est possible que dans le cas de l'humain, c'est-à-dire de la mondanité propre à l'humain. Dans la perspective de la mésologie, le prédicat, c'est-à-dire la manière de saisir S, c'est aussi un monde. Le monde, c'est l'ensemble des prédicats selon lequel nous saisissons S, qui est un donné de base, un donné fondamental qu'on appelle la Terre en général, mais que plus précisément, dans les sciences de l'environnement, et là c'est le vocabulaire d'Uexküll, on peut appeler Umgebung. Donc ça c'est un terme que j'ai déjà employé souvent devant vous, Umgebung. Uexküll, l'apport d'Uexküll, l'apport décisif de Jakob von Uexküll, c'est d'avoir montré que ce qui existe concrètement pour le vivant, il s'intéresse à l'animal essentiellement, mais ça vaut pour le vivant en général, c'est que ça n'est pas l'Umgebung en soi qui existe concrètement, c'est ce qu'il appelle Umwelt. Et Umwelt, c'est le milieu. Voilà. Donc le problème, c'est comment passe-t-on de ceci à ceci? Et l'hypothèse mésologique, c'est qu'on y passe dans un processus que j'appelle trajection, qui est analogue à une prédication. C'est pour ça que je le représente par ce SP. Voilà, on vient de faire une révision rapide des thèses fondamentales de la mésologie. Alors, lemmique. Lemmique, ça vient du grec lemma, qui vient lui-même d'un verbe, le verbe lambano. Je ne sais pas où on met les accents toniques, mais ce n'est pas grave. Donc lemma, qui a donné lemmique. Lemmique, c'est, je crois, un néologisme.
Ça a peut-être été employé avant, mais bon, moi je l'ai utilisé pour traduire des expressions japonaises. Mais le terme lemma est très, très ancien, il est déjà connu des Grecs, puisque c'est du grec, justement. Donc, va prendre ensemble, va comprendre, prendre ensemble concrètement ce que le logos sépare, et le logos va justement séparer S de P. C'est-à-dire, S, je vous disais tout à l'heure, c'est le sujet du logicien, mais c'est aussi l'objet du physicien, ou du scientifique en général, au sens de science dure. Et il ne doit pas y avoir d'interférence avec les manières de le saisir, qu'on va appeler subjectivité. Donc il ne doit rester en principe que S pur. Et vous faites abstraction de votre propre existence. Et je vais y revenir. Là, c'est un parti qui, certes, est très efficace, puisque ça a permis l'essor de la science moderne, à partir du dualisme, à partir du paradigme du XVIIe siècle, mais qui repose sur une convention. Faire abstraction de notre existence, c'est fondamentalement absurde, puisque c'est nous qui, existants, pratiquons la science. Vous voyez ? Là, il y a un problème de fond. La lemmique permet de prendre ensemble S et P, comme je viens de vous dire, mais aussi, s'agissant du vivant et de la vie, le phénomène de la vie, de prendre ensemble la vie et la mort, sans nul mysticisme, puisque ce que la biologie nous a appris, entre autres, c'est que c'est la vie qui a créé la mort. Hein, la mort, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de vie. Et c'est la vie qui a créé la mort des organismes, de manière à se perpétuer en tant que phénomène plus général que la mort des organismes, et à travers la mort des organismes, et à diverses échelles. C'est un vieux thème de la pensée orientale, plus spécialement du taoïsme, que la vie et la mort font partie ensemble d'une réalité plus générale, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de mort que s'il y a vie, mais ça, on pourrait appeler ça de la métaphysique. Mais la biologie l'a montré par les méthodes des sciences de la nature dans les années 90, quand on s'est mis à parler de apoptose. Hein, apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée. Vous avez une référence à ce sujet, un livre de Jean-Claude Ameisen, A-M-E-I-S-E-N, La sculpture du vivant, le suicide cellulaire ou la mort créatrice, apoptose. C'est-à-dire que l'organisme se développe parce que certaines cellules se développent, mais d'autres meurent, elles sont éliminées. Et c'est comme ça notamment qu'on a des mains, parce qu'il y a mort programmée des cellules qui faisaient le lien entre les doigts. Vous voyez ? Donc maintenant, scientifiquement, on admet, on est obligé d'admettre que la mort et la vie vont ensemble et que la mort fait partie de la vie. C'est un phénomène plus général. Il y a d'autres exemples de cela. En fait, il y en aurait une infinité. Ça touche toute réalité, et notamment que le déploiement de l'écoumène, qui est l'ensemble des milieux humains, comprend aussi l'inverse de l'écoumène, qui est le désert au sens classique, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'habitat humain, et c'est ce qu'on appelait donc le désert, qu'on appelle aujourd'hui la nature sauvage, ou que les Nord-Américains appellent wilderness. Bon, mais ça, il n'y a de wilderness que parce qu'il y a écoumène. Donc, à l'intérieur de l'écoumène, phénomène général, il y a subdivision entre écoumène au sens étroit et, alors ce qu'en mésologie j'appelle érem, c'est-à-dire ce qu'on appelle la terre sauvage ou le monde sauvage ou la nature sauvage ou le wilderness. L'un n'existe qu'en fonction de l'autre. Il n'y a de érem possible que parce qu'il y a écoumène
au sens étroit, etc., etc. Tout cela se rattachant à une logique qui n'est justement pas occidentale, c'est-à-dire en Europe, il n'y a pas eu ce développement que lui a donné la pensée orientale, à savoir dans une perspective relationnelle, puisque notre pensée est penchée vers le substantialisme, vers l'être substantiel. Alors que la pensée orientale, indienne, chinoise, japonaise, bref, orientale, a insisté sur le relationnel, au détriment de la substance. Et dans cette perspective-là, justement, vous avez érem dans la mesure où il y a écoumène, vous avez sauvagerie dans la mesure où vous avez campagne, et vous avez campagne dans la mesure où vous avez ville, etc. Parce que ce ne sont pas des substances proprement dites, mais ce sont des entités qui n'émergent et qui n'ont de sens que dans une relation, l'une par rapport à l'autre. Et ça se déploie historiquement. Ce n'était pas la dernière, ou peut-être l'avant-dernière fois, nous avons parlé du sauvage, du rural et de l'urbain. Il n'y a eu de sauvage qu'à partir du moment où il y a eu du rural. Et il n'y a eu de rural qu'à partir du moment où il y a de l'urbain. Vous voyez ? Bref, c'est une perspective relationnelle. Pas seulement relativiste, mais relationnelle. Mais justement pas un simple relativisme, parce que pour la mésologie, on ne peut jamais abstraire l'existence de S. C'est une sorte d'idéal inatteignable, parce que le fait même de l'atteindre va en faire un S en fonction de P, en faire une réalité, alors qu'un vrai relativisme se passera de S pour s'en tenir à P. Ça, je vais revenir à cela tout à l'heure. Je disais donc que la vie se développe en créant la mort et suppose la mort, apoptose, etc. Parmi les phénomènes dont j'ai parlé déjà dans ce séminaire, je vous ai parlé de l'être vers la vie. Être vers la vie, par contraste avec ce que Heidegger appelait être vers la mort, l'être vers la vie suppose que dans l'être humain, vous avez une partie qui ne meurt pas à la mort de l'individu un tel, parce que c'est sa moitié sociale ou sa moitié médiale qui survit. Donc moi, individuellement, je vais mourir, mais ma part sociale va se perpétuer. Et ça, c'est l'être vers la vie. Donc ça, c'est Watsuji qui l'a mis en relief en critiquant Heidegger. Dans la vie, et c'est encore un exemple de lemmique, puisque l'être humain suppose à la fois l'être vers la mort de l'individu et l'être vers la vie de ce qui est plus collectif que l'individu, à savoir la société, à savoir l'humanité, etc. La vie pratique la lemmique. Le phénomène de la vie pratique la lemmique, par exemple, à la fois en comprenant à la fois l'identité et le dépassement de l'identité. Identité et dépassement de l'identité. L'identité, c'est ce qu'on appelle l'hérédité en la matière. En matière d'évolution, on parle d'hérédité. Et cette identité, elle va être instanciée par le génome. Mais en même temps, il y a les relations de tout organisme vivant avec son environnement. Et ça, c'est le métabolisme. Et comme le mot métabolisme l'indique, c'est bolisme, ça vient de ballein, qui veut dire jeter. Et méta, c'est au-delà. On va être jeté au-delà par une transformation continuelle. La transformation des intrants à partir de l'environnement
qui permettent la vie, justement. Donc les deux aspects sont liés. Et c'est la vie qui les met ensemble, qui les comprend dans ce que j'appelle une lemmique, ou ce que plus particulièrement j'appellerais un sillème. C'est-à-dire, ça c'est toujours prendre ensemble, S-U-N, sun, et qui avec devant un L va donner un 2L, sillème, c'est le prendre ensemble. Ça correspond dans le tétralemme que vous connaissez déjà, ça correspond au quatrième lemme, qui est à la fois A et nona. À la fois A et nona. Ça, c'est le quatrième lemme qui est le sillème. Bien, là, j'étais en train de vous parler de métabolisme plus hérédité. Hérédité, c'est-à-dire identité, dans une certaine mesure, puisque ça n'est justement pas une identité absolue. Si c'était une identité absolue, ça ne serait pas du vivant. Hein? Ça serait de l'inerte. C'est-à-dire ça serait du caillou. Mais le vivant, justement, il transmet une identité à diverses échelles. Il y a l'identité de l'organisme, il y a l'identité de l'espèce, et il y a l'identité de la vie, en général, dans une transformation perpétuelle. Les deux vont ensemble. Et ça ne peut pas être saisi par une logique au sens de logos, c'est-à-dire qui s'en tienne à identité ou négation de l'identité, A ou non A. Ça comprend le troisième lemme qui est ni A ni non A et le quatrième lemme qui est à la fois A et non A. Bon, ça va loin, je ne reviens pas là-dessus. On y reviendra peut-être dans d'autres séminaires. La vie comprend nécessairement la diversité, et la diversité engendre la diversité. Donc la diversité, bien entendu, c'est au-delà de l'identité. Et l'évolution nous le montre, puisque vous avez des êtres vivants, des types d'êtres qui sont nés de la diversité, justement. C'est très bien montré par un biologiste qui s'appelle Reichholdt. Dans le papier que Vanina a fait circuler, ou fera circuler, ces indications bibliographiques sont données en détail. C'est Joseph Reichholdt, L'émancipation de la vie. Ça, c'est le titre de la traduction française, mais le titre allemand, c'est Der schöpferische Impuls, c'est-à-dire, en fait, l'impulsion créatrice. Et je suppose que le traducteur a évité impulsion créatrice parce qu'il ne voulait pas que ça fasse résonner le titre de Bergson, l'évolution créatrice. Donc ça ne fasse pas sérieux. Parce que pour la science, évidemment, ça c'est du verbiage, l'évolution créatrice. Donc ici, émancipation de la vie. Les idées de Reichholdt sont, ce que je peux penser de ces problèmes, que moi j'aborde a posteriori, et n'étant pas biologiste moi-même, c'est à travers les vulgarisations des biologistes, comme Reichholdt. Il montre notamment la fonction créatrice des symbioses. Beaucoup d'êtres sont nés de la symbiose, donc de la diversité. Symbiose, c'est vivre ensemble, des espèces différentes qui vivent ensemble, à toute échelle. Par exemple, les lichens qui sont apparus d'une association entre les algues et les champignons. Il y a, au-delà de ça, il n'y a pas une lignée des lichens. C'est vraiment une symbiose algue-champignon qui a fait naître, qui a fait émerger les lichens. Ou bien, plus fondamentalement encore, une symbiose entre cellules et mitochondries, qui a fait naître les cellules animales. Entre cellules et chloroplastes, qui a fait naître les cellules végétales. Et une symbiose entre organisme et gènes, puisque l'organisme se maintient par métabolisme, il se maintient en vie par métabolisme, mais
dans un fil, dans une lignée qui est évidemment incarnée par son génome. Donc je cite un passage de Reichholf. La vie, c'est à la fois le métabolisme, sous-entendu de l'organisme, à la fois le métabolisme et le stockage d'informations, sous-entendu par les gènes. Aucun des deux éléments pris séparément ne suffit. Ça, c'est sa thèse d'un livre publié en allemand initialement en 1992, auquel j'adhère très largement. Pas totalement, mais très largement. Thèse qui, bien entendu, s'oppose à celle qui a été illustrée par Richard Dawkins, qui, lui, a parlé de gènes égoïstes. Thèse qui a eu beaucoup de succès, en tout cas a fait beaucoup de bruit. Donc le gène, il aurait une stratégie de son auto-reproduction dans son propre intérêt. Bien entendu, ici, égoïsme, c'est une métaphore. Néanmoins, ça accorde le rôle essentiel au gène, c'est-à-dire à l'identité, à la reproduction de l'identité. Et c'est une vision donc très différente de celle de Reichholf. Reichholf penche pour une émancipation toujours plus grande de l'organisme vis-à-vis de l'environnement, au point, je crois, d'aller un peu trop loin. Parce que la vie, elle est à la fois continuité et discontinuité, continuité par le stockage d'informations transmises par le gène, et discontinuité, c'est-à-dire autre chose va apparaître dans l'interaction avec l'environnement. Et notamment, ce qui va apparaître, c'est un milieu. Donc on a nécessairement, dans les phénomènes de la vie, l'un et le multiple, continuité, discontinuité, mort et vie, etc. Et ça ne peut pas être saisi par une simple logique du tiers exclu. Ça doit admettre le tiers, ça doit fonctionner comme le tétralemme. Et finalement, ma manière de voir ces choses-là est bien illustrée par un poème célèbre de Machado. Toi qui marches, il n'y a pas de chemin. Caminante no hay camino. Il n'y a pas de chemin, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin tracé d'avance. Et c'est le vivant lui-même, et à l'intérieur du vivant, c'est l'humain lui-même, qui va tracer son chemin vers l'inconnu, vers le neuf, mais non pas n'importe comment, non pas arbitrairement, en fonction d'un milieu et d'une histoire, dans le fil de laquelle nous nous déplaçons dans l'existence. Et la manière dont le dit Machado, c'est en se retournant qu'on voit le chemin que l'on a suivi et que l'on ne suivra plus jamais. Que, al volver la vista atrás, en se retournant pour voir la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Se voit le chemin ou le sentier que l'on ne parcourra, que ne foulera plus jamais. Dit de manière plus prosaïque, parce que ça c'est de la poésie, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Et les sciences de la nature et les sciences humaines utilisent cette expression, l'effet cliquet. Le cliquet, c'est ce qui vous empêche de retourner en arrière. Donc vous êtes obligé d'aller en avant. Et ce qui est en arrière, eh bien, ça a existé et ça oriente le vivant dans une certaine direction. Parce que une fois que vous allez dans une certaine direction, vous ne pouvez pas aller dans n'importe quelle autre direction. Vous êtes obligé de poursuivre vers de la nouveauté qui est à créer à chaque fois selon les circonstances
mais qui n'est jamais n'importe quoi. Hein? De ce point de vue, la mésologie récuse un autre livre fameux paru en 1970, celui de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. C'est-à-dire, Jacques Monod, c'est ou bien hasard ou bien nécessité. Ça, c'est du mécanicisme pur et dur, qui récuse totalement toute possibilité de choix, toute liberté de choix par le vivant. C'est ou bien n'importe quoi, le hasard, ou bien nécessairement la même chose, nécessité. Et le hasard, il vient totalement de l'extérieur, sans aucune intervention à partir de l'intérieur. Dans la vision pour laquelle je plaide, il n'y a pas de hasard, il y a des circonstances. Circonstances, ça veut dire que ce qui arrive est nécessairement interprété d'une certaine manière, en fonction d'un certain milieu et en fonction d'une certaine histoire. Ce qui arrive, nous autres humains, nous allons l'interpréter d'une certaine façon qui est fonction de notre milieu et de notre histoire. On ne va pas l'interpréter comme des dinosaures, on ne va pas l'interpréter comme des bactéries X ou Y, on va interpréter nécessairement en tant que nous sommes humains et en fonction d'un monde humain. C'est donc pas n'importe quoi, ça restreint le choix. Quoi que ce soit qu'il se produise. Et ce dont fait abstraction le mécanicisme d'un Jacques Monod, c'est justement cette part d'interprétation. Donc, ce n'est pas des circonstances, c'est du hasard. C'est de la pure mécanique. Et ce mécanicisme, même si le mécanicisme à la Descartes, la thèse des animaux-machines, a vieilli, en fait, il se perpétue sous un autre nom, sous la récusation de la capacité d'être sujet, hormis par l'humain. C'est-à-dire l'humain est le seul capable d'être sujet. Sujet au sens psychologique du terme. C'est-à-dire l'être qui a la capacité de choisir. Hein, ce n'est pas le S du logicien qui est un objet, en fait. Hein, c'est l'être qui peut choisir et qui a le libre arbitre, comme disait saint Augustin. L'être humain est doté d'un libre arbitre. Aujourd'hui, vous avez des biologistes qui récusent, par exemple Alain Prochiantz, qui est professeur au Collège de France, dans un livre intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?», un livre récent que vous trouverez en bibliographie. Il écrit textuellement « Les animaux ne sont pas des sujets ». Les animaux ne sont pas des sujets. À mon avis, ça, c'est du mécanicisme sous un autre nom, tout simplement. Alors que la science elle-même, les sciences de la nature, nous montrent que les animaux peuvent justement être reconnus comme des sujets. C'est ce que l'éthologie nous montre depuis quand même belle lurette. Et que, ça c'est la thèse de la mésologie, le vivant, en général, et du fait même qu'il s'agit de vivant, a une certaine capacité d'interpréter son environnement dans certains termes qui vont créer son propre monde. Ça, c'est la thèse d'Uxküll. Hein, je ne l'invente pas. C'est la thèse d'Uxküll, un peu étendue au vivant en général, ce qui suppose de la part du vivant une capacité qui est l'ancêtre de la logique, c'est-à-dire l'ancêtre du choix que l'on peut faire entre A et non-A. Alors bien entendu, pas en termes de logique, pas en termes de langage verbal, mais le principe en jeu, c'est bien de choisir entre A et non-A, c'est-à-dire c'est la capacité qu'a le vivant, dès les stades les plus primitifs de la vie, de distinguer entre ce qui est soi et ce qui n'est pas soi, c'est-à-dire soi-même et
l'environnement. Et c'est fondamentalement un choix logique entre A et non A. A, c'est moi, non A, c'est l'environnement, ce qui n'est pas moi. Ce qui suppose également la capacité de mettre les deux en relation, l'un n'étant ce qu'il est que parce que l'autre est ce qu'il est. Vous voyez, il n'a de A que parce qu'il y a non A. Ça, c'est aussi un principe de lemmique. L'idée que l'on peut développer à partir de là, c'est une idée fondatrice de la mésologie, c'est qu'un sujet ne peut se développer comme tel que dans la mesure où il développe son environnement en tant que quelque chose, et non pas comme néant. Et cet en tant que, c'est le principe même du lien entre S et P, c'est S en tant que P. Donc, à partir de S en tant que P, va apparaître le milieu. Mais P, c'est un monde. Donc, l'être du vivant, fondamentalement, vous avez deux facettes. L'une qui est l'être propre d'un organisme quelconque, et organisme au sein d'une entité plus vaste qui est une espèce, qui est au sein d'une entité encore plus vaste qui est la vie, la biosphère. D'une part, vous avez ça, et d'autre part, vous avez ce par rapport à quoi ce sujet va se développer, c'est-à-dire l'environnement dont il va extraire les aspects qui vont constituer son milieu. C'est ce qui compte pour un être vivant, et donc ce qu'il va pêcher dans son environnement, ça repose sur une sélection, une capacité de sélection, à partir du donné général ou universel, le donné universel qu'est l'Umgebung, c'est-à-dire l'environnement au sens d'objet, au sens que lui donne l'écologie, comme science de la nature moderne. À partir de là, il y a sélection. Et les sciences de la nature, plus spécialement, d'une part, l'éthologie, étude du comportement des animaux et même aujourd'hui des végétaux, et d'autre part, l'étude du fonctionnement du cerveau humain, nous montre que, à partir de la quasi-infinité d'informations que contient l'environnement, il y a une sélection, mais une sélection drastique, que dans le cas du cerveau humain, on a pu mesurer à plusieurs millions de bits par seconde qui sont éliminés, notamment dans les processus de la perception. Les données qui nous viennent de l'environnement sont éliminées par millions de bits par seconde. Alors que veut dire cette élimination de l'information ? Ça veut dire constitution d'un milieu, c'est-à-dire sélection de ce qui va compter et de ce qui va avoir du sens. Alors que l'information telle qu'elle n'existe pas dans le monde propre à l'être en question. Ça existe pour la science, bien entendu. Je vous en ai donné souvent des exemples. Les plus simples sont ceux qui concernent la perception, justement. L'exemple le plus facile, c'est celui de la couleur rouge, dont je vous parle quasiment à chaque séance. Dans la perception que nous avons des ondes électromagnétiques, nous voyons, c'est-à-dire nous percevons seulement une certaine gamme, suivant la longueur d'onde. Le rouge, nous le percevons, la vache ne le perçoit pas. L'ultraviolet, nous ne le percevons pas, mais beaucoup d'insectes, et notamment les abeilles, le perçoivent. L'infrarouge, nous ne le percevons pas, mais les serpents le perçoivent, etc., etc. Donc pour nous, avant la science moderne, qui a justement
en prenant le problème sous un autre angle, a découvert les ondes électromagnétiques, donc a découvert les ultraviolets, les infrarouges, etc. Mais jusque-là, ça n'existait pas dans notre monde. Et le monde humain, justement, ne cesse de se développer, entre autres, grâce à la science. Donc aujourd'hui, on n'est même plus capable de penser que ça peut ne pas exister. Or, c'est bien le cas, et c'est ce que montre l'éthologie, l'étude des espèces, des autres espèces vivantes. Pour qu'il y ait conscience de soi, ce que j'appelle subjectité, et pas subjectivité, subjectité, qui équivaut grosso modo à ce qu'on peut aussi appeler en anglais selfhood, hein, c'est-à-dire le fait d'être soi, d'avoir un soi. Comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir un soi, il faut être capable de distinguer entre soi et non-soi, a et non-a. C'est à partir de ce moment qu'il y a subjectité. Mais ce point de vue exige, ipso facto, que l'on distingue toute une échelle de subjectité avec des niveaux de subjectité. À partir du niveau le plus primitif, au moment où apparaît la vie, et où un être vivant, pour l'instant on n'a pas encore situé ce que ça pouvait bien être, parce qu'on peut le faire qu'à partir des fossiles, et il n'a sans doute pas laissé de traces, celui-là. Un être vivant a pu se distinguer de l'environnement, d'une part. Donc c'est la capacité protologique dont je vous parlais tout à l'heure, de distinguer entre A et non-A, soi et non-soi, d'une part, et d'autre part, une capacité de mémoire qui est l'ancêtre de la conscience, c'est-à-dire une conscience de soi. Et une conscience de soi ne peut apparaître que si l'on a mémoire de ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs, l'origine de la notion de conscience, que l'on peut retracer en examinant les mots anciens, latin en particulier, il y a un passage des Confessions de saint Augustin où celui-ci écrit « Manes in memoria mea, Domine, et illic te invenio » tu résides dans ma mémoire, Seigneur, et c'est là que je te trouve. Alors il emploie ici memoria dans un sens qui est aujourd'hui celui de conscience. Alors que le mot conscientia existait, pourquoi n'a-t-il pas utilisé le mot conscientia? Parce que c'est memoria qui dit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire il y a des traces de Dieu à l'intérieur de ma conscience. Et c'est ça qui me permet d'avoir conscience de moi-même. Donc, c'est pour montrer qu'il y a la capacité de mémorisation propre au vivant, parce que si le vivant n'avait pas cette capacité de mémorisation par des moyens qui sont devenus, au fil de l'évolution, qui sont devenus le génome, eh bien, la vie ne serait pas possible. Parce qu'il ne serait pas capable, la chose en question ne serait pas capable de distinguer entre soi et non-soi. Vous voyez, ça va ensemble. Mémoire et distinction. Et nous vivons encore dans le cadre qui a été mis en place au XVIIe siècle, puisque je vous citais tout à l'heure ce jugement d'Alain Prochians, que les animaux ne sont pas des sujets. Pour écrire cela, ça veut dire qu'on n'a pas dépassé, on, c'est-à-dire la majorité encore aujourd'hui, n'avons pas dépassé le cadre du mécanicisme qui fait que toute subjectivité est concentrée dans le seul cogito humain au détriment de tout ce qu'il y a de subjectivité dans le vivant autour de nous. Et qui est de ce fait réduit à l'état de machine, c'est-à-dire sans conscience.
Et ça n'est plus possible de penser ainsi. Ce que ça veut dire, c'est que même les scientifiques durs, même les sciences dures, sont obligés de s'intéresser à ces choses-là, de dépasser le mécanicisme. Il y en a qui sont plus portés que d'autres à le reconnaître, en particulier les primatologues. Mais les éthologistes, en général aussi. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de biologistes qui ne sont pas intéressés, tout simplement. Ça ne les intéresse pas, ces perspectives-là. Me situant selon une autre perspective, c'est-à-dire d'une subjectivité étendue à l'ensemble du vivant, mais bien entendu selon des niveaux d'une grande ampleur, jusqu'à ce summum qu'est le cogito, il n'a pas perdu son règne. Hein. Il y a bien toujours le « je pense, donc je suis » tout en haut, mais il y a tout ce qu'il y a en dessous, et que le mécanicisme exclut, fort clos. Quel a été... bon, vous voyez, même François Jacob, qui, de ce point de vue, est beaucoup plus avancé que Jacques Monod. C'est un livre, La logique du vivant, qui, selon moi, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond que Le hasard et la nécessité. Mais pour en juger, il faut lire les deux, évidemment. Donc, François Jacob, beaucoup plus profond et subtil que Jacques Monod, néanmoins, il n'ose pas parler de subjectivité. On était en 1970 encore. Hein. Donc, de quoi parle-t-il ? Il parle d'intégrons. Intégrons. ON à la fin. Et comment définit-il intégron ? Il définissait comme suit, dans l'architecture en étage qui régit la construction de tout système vivant, c'est un certain niveau d'intégration. Un certain niveau d'intégration. Mais ce qu'il appelle un certain niveau d'intégration, du point de vue de la mésologie, c'est un sujet. C'est quelque chose qui est doué de subjectivité et qui, de ce fait, peut justement être vivant. Alors qu'une pierre ne peut pas faire ça. Une pierre n'a pas de monde, comme disait Heidegger, elle est weltlos, ça c'est aussi un mot que je vous ai souvent cité, elle est sans monde, et de ce fait même, ce n'est pas un sujet. Tandis que l'animal, enfin le vivant, en général, est doué d'une certaine subjectivité, et de ce fait possède un monde. Donc un milieu. Ayant un monde, on a un milieu. Si vous réagissez, il faut réagir verbalement en tant qu'être humain. Et non pas par un grognement comme on entendait hier dans le film. J'évoquais l'ADN minéral. L'ADN minéral. Je n'ai jamais entendu parler d'ADN minéral. Vous voulez dire fossilisé ? Au-delà. Bon, belle question, on va en parler tout à l'heure. Hein, réservez-la pour la discussion. Et oui, il faut apporter des contradictions et des ouvertures. Monod, ça a tombé, alors, donc en 1970, où était l'ancêtre de l'intégron ? Comment le localiser ? Alors, je vous cite un passage. « Mais alors, par quoi cela a-t-il commencé ? Le message génétique ne peut être traduit que par les produits mêmes de sa propre traduction. Sans acide nucléique, les protéines sont sans lendemain. Sans protéines, les acides nucléiques restent inertes. Lequel est la poule ? Lequel est l'œuf ? » Alors, du point de vue de la biologie, la chose a évolué. J'ai trouvé la réponse à la question dans ce livre de Patrick Forter,
TE2RE, FOR, TE2RE, et Ali, de l'inerte au vivant, une enquête scientifique et philosophique. C'est un livre de 2013. Je cite, « L'ARN est capable de fonctionner à la fois comme un gène et comme un enzyme. Ce sont les fameux ribozymes. Enzyme AARN. Cette découverte, alors c'était en 1980, par deux hommes, deux chercheurs simultanément, mais sans rapport l'un avec l'autre, Tom Seck et Sidney Altman. Bon, ça c'était dans Wikipédia que j'ai trouvé. Je continue la citation. Qui a d'ailleurs été couronné par le prix Nobel de chimie en 1989. Et cette découverte est à la base de l'une des avancées les plus importantes dans le domaine des origines de la vie. Elle a résolu le problème de la poule et de l'œuf, posé par François Jacob, qui est apparu en premier, l'ADN ou les protéines. Problème qui semblait insoluble, puisque l'on a besoin de protéines pour faire de l'ADN et d'ADN pour faire des protéines. On sait maintenant que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais l'ARN qui peut jouer à la fois le rôle de gène, comme l'ADN, et de catalyseur, comme les protéines. Évidemment, la question qui vient immédiatement après est de savoir ce qu'il y avait avant les organismes à ADN. Ça va de soi. On a repoussé le problème. C'est toujours comme ça. On a repoussé le problème. Mais ça laisse quand même transparaître un principe, c'est que vous avez, j'appellerai ici, l'enzyme qui va catalyser. Le catalyseur, je vais l'appeler l'interprète, qui va interpréter une certaine donnée, qui est le message transmis par le génome, par l'ADN, qui va l'interpréter d'une certaine façon. Et du point de vue de la mésologie, ça retombe nécessairement sur ce rapport-là, puisque S va être interprété, alors S, c'est le message transmis par l'ADN, qui va servir à la catalyse de l'ARN, qui va être ici P, c'est-à-dire ADN interprété en tant qu'ARN, mais par un catalyseur. Le catalyseur, il est ici. Et c'est l'interprète. Il faut redresser l'oblique et mettre un I majuscule à la place. On a donc nécessairement une structure triadique et non pas simplement binaire. On a S, I, P. S est interprété en tant que P par I. I pour interprète. Et cet interprète, il est nécessairement doué d'une certaine subjectivité. C'est une subjectivité qui se situe à tel ou tel niveau, mais qui, dans son principe, est toujours une subjectivité quelconque. À quel niveau va-t-elle se situer ? Eh bien, grosso modo, et sans aller aux extrêmes d'un côté à l'autre ou de l'autre, ça va aller de la cellule, d'une part, jusqu'à ce que Imanishi Kinji appelle la société biotique tout entière, qui comprend tous les êtres vivants d'un point de vue particulier, c'est-à-dire il le conçoit comme une société. Mais c'est pour vous dire tous les niveaux qui peuvent s'étager entre ces deux extrêmes. Ça peut vous paraître foulibrant, mais des gens considérés comme sérieux emploient des métaphores qui me semblent moins sérieuses. Par exemple, quand John Bell Callicott parle de biotech citizenship, c'est-à-dire citoyenneté biotique. Donc nous sommes des citoyens d'une communauté qui est la vie. Ok, mais citizenship, c'est une métaphore dérivée des organisations humaines et plaquée sur le vivant. Ou pire, quand un Bruno Latour parle de assemblée des non-humains. Assemblée des non-humains. Ça, c'est vraiment une métaphore.
d'origine humaine plaqué sur le vivant. À l'inverse, ce que je viens de vous proposer, la métaphore et l'hypothèse mésologique que je viens de vous présenter, c'est essayer de trouver plutôt l'essence du vivant et à partir de là, de classer là-dedans les institutions humaines. Et l'essence du vivant, ce sur quoi j'insiste depuis le début de cette leçon, c'est d'être à la fois un sujet qui est doté de son propre monde et qui en fait se co-suscite réciproquement, le sujet et son propre monde. Cette co-suscitation. Donc, ça rejoint, certes, une manière de voir qui a une longue histoire dans la pensée orientale, et plus particulièrement dans le taoïsme. Dans le Lao Tzu, il y a un passage où il est dit que c'est parce qu'il y a le bien qu'il y a le mal. Parce qu'à partir du moment où vous distinguez quelque chose que vous appelez le bien, vous en distinguez nécessairement ce qui n'est pas le bien, c'est-à-dire le mal. Et à partir de là, le taoïsme répudie les morales instituées. Répudie les morales instituées pour se référer à quelque chose de plus fondamental qui est la nature. Et quand on dit institution, ce n'est pas seulement au sens ordinaire du terme, qui veut dire par exemple l'État ou les tribunaux, ceci ou cela, c'est vraiment tout ce qui est mis en place par l'humanité, tel que justement ces catégories morales. On peut continuer, vous prenez toutes les valeurs, ou esthétiques ou morales, et d'ailleurs comme le fait le passage en question du Lao Tzu, je ne sais plus lequel c'est, et quand vous instituez le beau, vous instituez nécessairement le laid, etc. Donc là, il y a co-suscitation et aussi co-attente. C'est-à-dire le bien attend le mal pour être le bien, et le mal attend le bien pour être le mal. Co-suscitation et co-attente. Mais tout ça, finalement, repose sur l'idée qu'il y a un être vivant, dans la co-suscitation d'un sujet et d'un monde propre à ce sujet. Et le lien entre les deux étant justement un milieu, une Umwelt. Et c'est ça qui ne passe pas dans la doxa des sciences de la nature aujourd'hui, qui n'admettent pas une structure triadique SIP. On en reste à des structures binaires. Des structures binaires, puisque, par hypothèse, le dualisme suppose que vous ayez fait abstraction de votre propre existence en tant que juge de S en tant que P. C'est-à-dire que c'est pour un certain juge, qui est, disons, le cogito, c'est pour le cogito que S est P. S est P. Quand vous dites, par exemple, que l'eau, c'est H2O, ça, c'est scientifique. Mais vous faites totalement abstraction du fait que, historiquement, cette prédication, elle a connu une longue histoire pour commencer, et il a fallu des gens pour, un jour ou l'autre, juger que l'eau, c'est H2O. Vous voyez, il y a I. Vous avez O, H2O, et vous avez I qui juge que S et P. Donc, c'est la structure triadique SIP. Et c'est ça qui n'entre pas dans la vision dualiste courante, parce que I, c'est nécessairement classé comme subjectivité. Alors, plutôt que d'examiner, de se lancer dans l'examen logique de la question, on se contente de folklore la question.
Et on a de bonnes raisons pour le faire, puisque effectivement, l'eau, c'est H2O, certes. Mais on ne voit pas dans quel cadre mental cela peut exister. Donc la mésologie, elle, essaye justement de tenir compte de ces structures triadiques. Et plaide donc pour le développement au XXIe siècle d'une bioherméneutique, parce qu'on a une éthologie qui pour l'instant est limitée à quelques espèces. On a une primatologie, puis on a étudié le comportement de certains mammifères, des fourmis, des abeilles, mais il y a des millions d'espèces vivantes. De nos jours encore, des millions d'espèces vivantes, et chacune a son propre monde. Chacune a son monde. Donc il y a du pain sur la planche. Pour les sciences de la nature. Seulement, elles ne pourront s'avancer sur cette voie qu'en reconnaissant qu'il faut juger comment peut s'instaurer le monde propre à une espèce donnée. Sinon, vous dites, les animaux ne sont pas des sujets, ok, donc pas d'Umwelt, seulement Umgebung. Ça revient à ça. Bon, ça c'est à dépasser, c'est ce pourquoi plaide la mésologie. Alors je vais maintenant, pour vous dérider un peu, je vais vous citer un passage de la Natura d'Alain de Lille. Je vous en ai parlé un peu de cet écrivain du XIIe siècle, Alain de Lille. Il faut qu'il y ait déchiffrement du message qui est incarné par le génome. Alors, qui va déchiffrer? Telle est la question. Bon, alors bien entendu, Alain de Lille, au XIIe siècle, n'avait jamais entendu parler de ces questions. Mais très curieusement, c'est ça qui est amusant, c'est que ce qu'il va dire revient à ce problème-là. Je cite, « Pour remplir sa tâche d'écriture, je lui ai aussi accordé une plume. » Alors, je, c'est Natura qui parle. Lui, c'est-à-dire confié à, elle, c'est Vénus. Donc, Natura a accordé à Vénus une plume. Alors, je reprends. Pour remplir sa tâche d'écriture, je lui ai aussi accordé une plume très puissante sur les pages appropriées qui demandaient à être écrites et dont elle disposait grâce à ma largesse. Elle devait figurer le genre des choses, c'est-à-dire au moment où les choses étaient créées. Donc, Natura confiait à Vénus le soin d'écrire ce qu'allaient être les choses. Elle, c'est-à-dire Vénus, devait figurer le genre des choses en se conformant à l'orthographie. Je craignais qu'elle n'empêchât point cette plume d'errer dans les écarts de la falsigraphie, hors du chemin de la juste description. Alors maintenant, traduisons ça dans le vocabulaire de la biologie aujourd'hui. Ça vous donne l'idée qu'il faut que les transcriptases fassent leur job sérieusement. Sinon, vous avez des mutations. Attention. L'ADN est là en position de S. L'ADN est là en position de S. L'ADN qui transmet le message. L'ARN est en position de P. Et l'enzyme transcriptase est en position de I. C'est I qui va juger que S est P. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Le livre d'Alain de Lille, vous trouverez dans le texte complet, c'est La plainte de Natura, De Planctum Naturae. C'était écrit en latin, bien entendu. Traduit du latin et commenté par Yves Delègue. Qu'est-ce que c'est que la transcriptase? La transcriptase, c'est un enzyme catalysant la synthèse de l'acide ribonucléique ARN en transcrivant le message inscrit dans l'acide désoxyribonucléique ADN. Bon,
Alors, c'est un rapprochement tiré par les cheveux qui, naturellement, à un biologiste, va paraître une simple plaisanterie. Certes, au premier abord. Mais il faut se demander quelle structure logique il y a là-dessous quand on parle de transcription. De quoi, en quoi et au nom de qui? Et qui fait la transcription? Si ce n'est pas une simple mécanique. Et l'idée de base de la mésologie, c'est que si c'était une simple mécanique, eh bien, certes, on rentrerait dans le schéma de Jacques Monod, c'est-à-dire ou bien nécessité de la reproduction indéfinie de l'identité, toujours A, et puis toujours A. A est A, c'est le principe d'identité, sauf accident. Sauf accident. Alors là, ça change les choses. Il est 3h30. Oui, d'habitude, je parlais 90 minutes et ensuite on avait une demi-heure de discussion. Vous voulez qu'on s'en tienne là? Hein? Ou je continue encore un peu? Je continue encore un peu. Bon. Alors, la triade SIP, je vous dirais qu'elle m'a été inspirée par la langue japonaise, parce que la langue japonaise fonctionne de manière triadique, à la différence des langues indo-européennes comme le français ou le corse, j'imagine, mais vous me direz peut-être que dans ce cas-là, ça justifierait une chaire de mésologie à Corten. On se contente de SP, c'est-à-dire une structure binaire. C'est ce qui a soutenu la science moderne. Vous pourrez dire, je crois que je vous en ai donné l'exemple une fois passé déjà, mais en tout cas on y reviendra au moment où on va être confronté aux linguistes, s'ils acceptent de participer. On va voir qu'en français, vous pouvez dire Marie est jolie. Marie, c'est une personne de sexe féminin. Marie est jolie, ça va, ça ne pose pas de problème logique. En japonais, vous ne... oui, Marie est jolie, oui. Mais de manière un peu plus complexe. Marie est triste. Marie est triste. Ça ne marche pas en japonais. Vous ne pouvez pas dire Marie est triste. Vous êtes obligé de dire Marie semble triste. Je ne vous donne pas la forme japonaise parce qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer dans la tête ou dans le cœur de Marie. Vous ne pouvez pas savoir si elle est triste ou pas triste. Elle a peut-être simplement l'air triste, mais peut-être pas triste. Ce que vous pouvez dire objectivement, c'est Marie semble triste, elle a l'air triste. Et le japonais fonctionne comme ça. C'est-à-dire, elle semble triste à qui? À I, forcément, à un interprète, qui est ce que nous appelons le sujet. La personne qui dirait « Je pense que Marie est triste ». En français, c'est comme ça que vous diriez « Je pense que Marie est triste ». Et là, vous posez explicitement l'existence de « je ». On fonctionne comme ça, nous autres, langues indo-européennes. Le japonais ne fonctionne pas comme ça. Il y a implication, et non pas explicitation. Il y a implication de « je » dans les formes verbales courantes, ordinaires. Implication, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'expliciter « je ». Et c'est pour ça que ce qu'on appelle le sujet grammatical fait souvent défaut en japonais, ce qui pose de gros problèmes quand vous venez d'une langue comme le français, parce que vous ne pouvez pas faire de phrase sans sujet. Il vous faut sujet, verbe, objet. Bon, ça, ce sont les aspects proprement linguistiques et grammaticaux, mais ça va beaucoup plus loin. Ça influence les manières de penser. Parce que SIP, qui est inscrit dans la lémique de la langue japonaise, je ne vais pas l'appeler logique justement, fait qu'un japonais, comme le naturaliste Imanishi, va penser beaucoup plus naturellement qu'il y a de la subjectivité dans ce que nous appelons l'environnement objet, mais qui pour lui va être un milieu empreint de subjectivité. Et il va donc
comme le fait Imanishi textuellement, littéralement, attribuer de la subjectivité aux autres êtres vivants. Il y a d'autres ingrédients en jeu, notamment par le bouddhisme et la théorie de la transmigration, qui fait que l'être humain va se retrouver plus tard en tant qu'un autre être vivant. Donc tout ça va finalement produire au XXe siècle une interprétation des phénomènes biologiques d'un tout autre point de vue. Vous voyez, donc tout ça est lié. Et quand Dawkins parle de gènes égoïstes, il ne fait que refléter en termes contemporains de très vieux problèmes, les uns se rapportant à la structure SP, la structure binaire SP qui est dans la logique des langues européennes, donc ça fait des milliers d'années ça, et d'autres, des problèmes qui sont apparus au Moyen-Âge dans ce qu'on appelait la querelle des universaux, dans la querelle entre les nominalistes et les réalistes. Les réalistes, c'est ceux qui attribuent une réalité à des notions telles que société, humanité, etc. Et nominalistes, c'est ceux qui vont dire ces choses-là, société, humanité, etc., c'est-à-dire des collectifs, ne sont que des flatty-walkie. ça fait talkie-walkie, mais c'est flatus vocis. Flatus vocis, c'est-à-dire un P de la parole. Pour dire que ce ne sont que des mots. Hein, comme dit Shakespeare, c'est words, words, words. Et pour les réalistes, au contraire, ça a une réalité. C'est un très ancien problème et qui se perpétue sous diverses expressions jusqu'à nos jours, parce que pourquoi un Dawkins peut-il parler de gène égoïste? Mais c'est parce que le gène, ça devient la plus petite entité individuelle substantielle. Et le reste, ça sera des relations établies à partir de cet élément substantiel fondateur, fondamental. Tandis que si vous faites comme Imanishi, si vous attribuez une subjectivité à une société d'animaux, en l'occurrence, puisqu'il est naturaliste, vous allez tomber dans la tradition du réalisme. Vous voyez, c'est deux traditions très anciennes, mais avec des expressions très actuelles. Et nous savons tous que ce qui a pignon sur rue de nos jours, c'est le nominalisme. C'est-à-dire, les scientifiques, pour leur majorité, vont penser comme Dawkins, et non pas comme Imanishi, qui est tombé dans des excès, certes non pas scientifiques, mais qui se ramènent à un autre problème philosophique, et je mets de côté. En tout cas, attribuer une existence à la société comme telle, c'est aussi un problème qui a beaucoup occupé, qui continue d'occuper les sciences humaines. Par exemple, dans la controverse entre, d'une part, Spencer et d'autre part, Durkheim. Dans la tradition spencerienne, ce qui existe véritablement a été admirablement formulé par Margaret Thatcher. Vous savez ce qu'elle a dit, Madame Thatcher. Elle a dit « There is no such thing as society ». Il n'y a rien de tel, une chose telle que la société n'existe pas. There are men and women and there are families. Il y a des hommes, des femmes et des familles. Mais la société n'existe pas. Vous voyez dans quel genre d'idéologie ça s'inscrit. Ça s'inscrit aussi, bien entendu, dans le courant néolibéral. Mais c'est dans la lignée épistémologique qui, dans l'histoire, était du côté du nominalisme et qui va jusqu'à Dawkins, qui est contemporain de Madame Thatcher.
Et Iman ici, il est dans une autre lignée. La position de la mésologie, c'est là-dessus que je vais conclure, parce qu'il y a plein de problèmes, pas le temps de parler de tout ça. La position de la mésologie, c'est de reconnaître qu'il y a, et ça c'est un quatrième lemme, c'est le syllemme. Vous avez à la fois des individus, de quelque échelle que ce soit. C'est-à-dire ça peut être un organisme complet, ça peut être une cellule. Évidemment, la subjectivité d'une cellule est bien inférieure à celle d'un organisme complet. Mais il y a une certaine dose de subjectivité dès le niveau de la cellule, et peut-être même un peu plus profondément. Mais bref. Donc, il est temps que je m'arrête parce que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, excusez-moi. C'est la cellule qui m'a fait perdre le fil. Oui, c'est un syllème, c'est ça. Oui, la mésologie va dire qu'il existe à la fois des individus, de toute échelle et sous toute forme, des individualités, et des collectifs. C'est-à-dire vous avez à la fois l'organisme et l'espèce. Et vous devez vous poser le problème de la relation entre les deux et de quelle manière l'un influence l'autre. Ce qui rejoint à un autre niveau ontologique tout à fait les problèmes que vous avez, par exemple en sociologie, dans le rapport entre l'individu et la société. Vous ne pouvez pas penser l'individu tout seul, ni la société toute seule. Il faut penser l'interrelation des deux, l'un suscitant l'autre. Et historiquement, pour ce qui est des sciences humaines, on sait que l'individu individualiste moderne, il est né au XVIIIe siècle. Et que ça fait partie d'un courant idéologique propre à l'Europe occidentale et à l'Occident en général, qui n'a pas eu lieu ailleurs. Et de voir tout sous l'angle de l'individualisme, c'est une idéologie. Et on doit dépasser ces idéologies-là. Pour des raisons, et c'est là-dessus que je termine, qui nous sont dictées par l'état de la planète, l'état de la biosphère, l'état de notre empreinte écologique, qui est justement motivée par une empreinte idéologique, nous devons dépasser l'individualisme moderne. Ce qui ne veut pas dire récuser l'individualité, ça veut dire accéder à une nouvelle étape du déploiement de l'être. Il ne faut pas s'en tenir toujours à ce qui existe déjà. Voilà, je vous remercie de votre attention.